Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a un moment précis où tu regardes quelqu'un parler et tu réalises que tu n'entends plus rien. Pas parce que tu es fatigué, pas parce que tu es arrogant, mais parce que quelque chose en toi a changé et le monde autour de toi n'a pas changé avec toi. Tu appelles ça de la solitude. Les autres appellent ça de l'orgueil. Jung, lui, appelait ça le début de quelque chose de beaucoup plus difficile que ce qu'on t'avait promis, parce qu'on t'a menti sur l'éveil spirituel. On t'a dit que ce serait de la lumière, de la paix, de l'amour universel. Personne ne t'a dit que la première chose que tu ressentirais, c'est une irritation profonde, presque inexplicable, envers les gens que tu aimais avant. Personne ne t'a dit que l'éveil, dans ses premières phases, ressemble moins à une ouverture et plus à une rupture. Tu as commencé à remarquer des choses, des petites choses d'abord. La façon dont les conversations tournent toujours autour des mêmes sujets vides, la façon dont les gens répètent les mêmes plaintes sans jamais rien changer, la façon dont une réunion de famille peut durer 3 heures et ne contenir aucun moment de vraie présence. Et tu t'es dit, est-ce que c'est moi le problème? Non. Enfin, pas de la façon dont tu le crois. Jung avait un nom pour ce qui se passe dans ces moments-là. Il parlait du processus d'individuation, cette traversée intérieure où le moi conscient commence à se séparer de la masse collective, de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, un océan de schémas hérités, de croyances non examinées, de rôles joués depuis des générations. Et quand tu commences à te séparer de cet océan, tu sens le froid de l'eau pour la première fois. Ce froid, c'est ce que tu interprètes comme de l'antipathie. Arrête-toi une seconde, respire, sens ce que ce mot éveille en toi. Mais voilà ce que personne ne dit clairement. Ce que tu ressens envers les autres n'est pas vraiment à propos des autres. Pas encore. C'est une projection, un terme que Jung utilisait avec une précision chirurgicale et que la culture spirituelle moderne a complètement dilué dans quelque chose de confortable et d'inutile. La projection dans le sens jungien, ce n'est pas simplement « tu vois chez les autres ce que tu n'aimes pas en toi ». C'est plus profond que ça, plus violent. Tu vois chez les autres les parties de toi-même que tu as enterrées pour survivre, les parties que tu as jugées inacceptables, les parties que tu as sacrifiées pour appartenir, pour être aimé, pour ne pas déranger. Quand tu regardes quelqu'un et tu ressens ce mélange d'irritation et de mépris, tu n'es pas en train de le voir, lui. Tu es en train de voir ton propre reflet dans un miroir que tu ne voulais pas regarder. Jung appelait ça le Schatten, en allemand, l'ombre. Tout ce que tu as nié, refoulé, condamné en toi-même vit là, et elle ne disparaît pas. Elle grossit dans le noir, elle attend, et quand tu commences à t'éveiller, quand la persona, ce masque social que tu portais avec tant de soin, commence à se fissurer, l'ombre remonte à la surface, pas doucement, pas poliment. Elle remonte sous forme de dégoût envers les autres. Tu vois quelqu'un qui se plaint constamment et tu le détestes. Mais tu n'as pas encore regardé combien de plaintes tu retiens en silence depuis des années. Tu vois quelqu'un qui cherche l'approbation de tout le monde et tu te sens supérieur. Mais tu n'as pas encore compté combien de fois tu as reformulé un message avant de l'envoyer pour qu'il soit mieux reçu. Tu vois quelqu'un qui fuit la profondeur et tu te sens seul, mais tu n'as pas encore demandé combien de fois toi aussi tu as fui, différemment, mais fui quand même. L'éveil ne te rend pas meilleur que les autres, pas encore. Il te rend simplement conscient de ce que tu portais déjà. Voilà le coût émotionnel de cette phase. Tu te retrouves dans un entre-deux. L'ancien monde ne te nourrit plus. Le nouveau monde n'est pas encore construit. Et dans cet espace vide,
Tu interprètes l'inconfort comme de la clairvoyance. Tu te dis que tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment, que tu as dépassé leur jeu, que ta solitude est une forme de sagesse. Parfois, c'est vrai, mais souvent, c'est l'ombre qui parle. Et elle parle avec la voix de la lucidité pour que tu ne la remettes pas en question. Il y avait une femme, psychologue clinicienne, 51 ans, reconnue dans son domaine. Des années à écouter les autres, à démêler leurs nœuds intérieurs, à tenir l'espace de ce que les gens ne pouvaient pas encore nommer seuls. Elle était douée pour ça, extraordinairement douée. Mais quelque chose avait changé au fil du temps, pas dans sa pratique, dans sa vie personnelle. Elle avait commencé à se retrouver dans des dîners entre amis, assise à table, et à ne plus rien ressentir d'autre qu'une sorte de fatigue douce, presque indifférente. Les conversations lui semblaient creuses, les rires, forcés. Elle regardait ses amis de longue date, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer tout de suite, et qui l'effrayait justement parce qu'elle aurait dû savoir le nommer. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'éloignement. Elle avait commencé à décliner des invitations, puis à répondre de moins en moins aux messages. Elle se disait que c'était de la fatigue professionnelle, l'accumulation naturelle d'une carrière passée à porter les souffrances des autres. Elle se disait qu'elle avait besoin de silence, de profondeur, de gens qui comprenaient vraiment. Elle avait rationalisé cet isolement avec une précision clinique, la même précision qu'elle aurait utilisée avec un patient pour démêler un mécanisme de défense. Un soir, en relisant ses propres notes de supervision, elle était tombée sur une phrase qu'elle avait écrite des années plus tôt, lors d'une formation. La distance émotionnelle déguisée en discernement est l'une des formes les plus subtiles d'évitement que nous rencontrons en thérapie. Elle avait relu la phrase 3 fois. Une légère constriction s'était formée dans sa poitrine. Pas de la douleur, quelque chose de plus précis, la reconnaissance physique d'une vérité qu'elle avait appliquée à tout le monde, sauf à elle-même. Elle avait appelé sa propre thérapeute le lendemain matin. Pour la première fois depuis 4 ans, 6 mois plus tard, elle avait repris contact avec 2 amis qu'elle avait laissés s'éloigner. Ces retrouvailles n'avaient pas été parfaites. Il y avait eu de la maladresse, quelques silences embarrassants, une conversation difficile, mais elle était restée présente. Elle n'avait pas fui. Ce qu'elle avait compris dans ce processus, c'est que la compétence intellectuelle n'immunise pas contre l'ombre. Parfois, elle lui donne juste un vocabulaire plus sophistiqué pour se cacher. Il y a quelque chose que tu n'as jamais vraiment choisi, mais que tu as quand même construit pendant des années avec soin, avec discipline, avec une précision que tu n'appliques même pas à tes vrais désirs. Ta persona, pas au sens théâtral du terme, au sens jungien. La persona, ce mot latin qui désignait littéralement le masque porté par les acteurs dans l'Antiquité. Jung l'a emprunté pour nommer quelque chose de beaucoup plus intime. La version de toi-même que tu as construite pour être acceptable, pour être aimable, pour survivre dans un monde qui avait des attentes précises sur ce que tu devais être. Et pendant longtemps, ça a fonctionné. Le problème avec la persona, c'est qu'elle est trop efficace. Tu l'as portée si longtemps que tu as oublié qu'elle était là. Tu pensais que c'était toi, le fils responsable, l'ami toujours disponible, la personne qui ne fait jamais de vagues, celui qui comprend tout le monde et ne demande rien. Tu pensais que c'était ta nature profonde, alors que c'était juste une stratégie de survie que tu avais développée à un âge où tu n'avais pas d'autres options. Et puis quelque chose s'est fissuré. Peut être un événement, peut être une accumulation silencieuse, peut être juste une nuit où tu t'es regardé dans un miroir et tu as senti que la personne en face de toi était étrangère, pas méconnaissable, étrangère. Comme si tu avais joué un rôle si longtemps que tu ne savais plus ce qu'il y avait derrière. C'est ça, le début de l'éveil, pas la lumière,
pas la paix. Une fissure. Prends un instant. Pose la main sur ta poitrine. Respire lentement. Retiens l'air 2 secondes. Expire complètement. Pense à un moment récent où tu as dit oui alors que tout en toi voulait dire non. Laisse ce souvenir remonter. Ne l'analyse pas encore. Observe juste ce qu'il provoque dans ton corps. Une tension dans les épaules, une lourdeur dans le ventre, un resserrement quelque part. Cette sensation, c'est la persona qui parle. C'est l'enregistrement de toutes les fois où tu as choisi d'être acceptable plutôt que d'être vrai. Respire encore une fois, lentement. Quand tu es prêt, continue. Et quand la persona commence à se fissurer, tu regardes les autres différemment. Parce que maintenant tu vois leur masque. Tu vois la politesse de façade. Tu vois les conversations qui n'existent que pour remplir le silence. Tu vois les relations construites sur des rôles mutuels plutôt que sur une vraie présence. Tu vois quelqu'un jouer le rôle du fort et tu sens sa fragilité en dessous. Tu vois quelqu'un jouer le rôle de l'indifférent et tu sens son besoin d'être vu. Et cette vision, au lieu de te rapprocher des gens, te les rend insupportables. Pourquoi ? Parce que ce que tu vois chez eux te rappelle ce que tu viens de quitter, ou ce que tu es encore en train de quitter. Leur masque est un miroir de l'ancien tien, et personne n'aime regarder ce qu'il a été. Jung était direct, là, dessus, peut être plus que sur n'importe quel autre sujet. Il disait que l'identification totale à la persona est l'une des formes les plus courantes de maladies psychiques. Précisément parce qu'elle ne ressemble pas à une maladie. Elle ressemble à du succès social. Elle ressemble à de l'adaptation. Elle ressemble à quelqu'un qui gère bien sa vie. Mais, à l'intérieur, il y a un vide. Un vide qui grossit chaque fois que tu joues ce jeu. Chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non. Chaque fois que tu souris dans une pièce où tu voudrais crier. Chaque fois que tu adaptes ta vérité à ce que l'autre veut entendre. Ce vide, tu l'as longtemps interprété comme de la dépression ou de l'ennui ou un manque de motivation. Jamais comme un signal, jamais comme une information. C'était pourtant ça, l'inconscient qui frappe à la porte. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la fissure de la persona déclenche une forme d'éloignement intérieur qui se manifeste comme une antipathie envers les autres. Dans la vie quotidienne, cela apparaît lorsque tu te retrouves à éviter des réunions ou des appels que tu n'aurais autrefois jamais manqués, sans pouvoir tout à fait en expliquer la raison. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Ce qui se passe précisément quand tu commences à retirer le masque et que les gens autour de toi ne reconnaissent plus la personne qu'ils croyaient connaître. Et voilà où ça devient inconfortable, parce que quand tu commences à enlever le masque, tu découvres que beaucoup de tes relations dépendaient du masque, pas de toi, du rôle que tu jouais. Les gens qui aimaient ta disponibilité inconditionnelle ne savent pas quoi faire de tes limites. Les gens qui appréciaient ta douceur permanente sont déstabilisés par ta franchise. Les gens qui comptaient sur ton silence se sentent trahis par ta voix, et tu interprètes ça comme une preuve que les relations humaines sont superficielles, que les gens n'aiment que les versions utiles des autres, que l'authenticité est punie. Parfois, c'est vrai, mais Jung dirait quelque chose de plus difficile à entendre, que tu as participé à la création de ces relations, que tu as choisi inconsciemment des gens qui confirmaient ton masque, que tu t'es entouré de miroirs qui reflétaient la persona, précisément parce que tu avais peur de ce qu'un autre type de miroir aurait montré. Le coup de cette phase, c'est la solitude structurelle, pas la solitude du rejet, la solitude de quelqu'un qui change dans un environnement qui, lui, ne bouge pas. Tu n'es plus le même, mais les gens autour de toi continuent de s'adresser à l'ancien toi. Et chaque fois que ça arrive, tu ressens quelque chose entre la tristesse et la rage, quelque chose qui ressemble à de l'invisibilité.
Et l'invisibilité, c'est l'une des douleurs les plus sourdes qui existent. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste cette sensation constante d'être dans une pièce pleine de monde et de ne parler à personne. Il y avait un homme, directeur commercial dans une entreprise de taille moyenne, 47 ans, efficace, apprécié de sa hiérarchie. Il avait le talent rare de savoir lire les gens dans une pièce, d'adapter son discours, de trouver exactement ce que chacun voulait entendre. C'était sa force professionnelle. Pendant longtemps, il avait cru que c'était aussi sa force humaine. Mais, à 47 ans, après un divorce qu'il n'avait pas vraiment vu venir, il s'était retrouvé seul dans un appartement silencieux, à se demander si quelqu'un, dans sa vie, avait jamais vraiment connu autre chose que sa version de représentation. Sa femme lui avait dit quelque chose avant de partir. Elle lui avait dit « Je ne sais pas à qui je suis marié, pas parce que tu mens, parce que je ne suis pas sûr que toi tu le saches. » Il avait mis des semaines à comprendre ce qu'elle voulait dire. Il avait interprété ça comme une accusation. Puis, un soir, seul, il avait repensé à une conversation banale qu'il avait eue avec un collègue des années auparavant. Ce collègue lui avait demandé ce qu'il aimait vraiment, en dehors du travail, et lui avait répondu par une liste de choses présentables, des choses qui sonnaient bien. Il n'avait même pas remarqué qu'il était en train de faire ça. Ce souvenir l'avait traversé comme quelque chose de froid, une constriction dans la gorge. Pas de la honte, exactement. Quelque chose de plus précis. La réalisation qu'il avait passé des décennies à se rendre acceptable à des gens, y compris à lui-même, sans jamais se demander ce qui était réel en dessous. Il avait commencé à tenir un journal. Pas pour se raconter, mais pour s'observer. Il écrivait chaque soir ce qu'il avait ressenti dans la journée. Pas ce qu'il avait pensé, pas ce qu'il avait dit, mais ce qu'il avait ressenti avant de décider comment réagir. 2 ans plus tard, il n'était pas transformé de façon spectaculaire, mais il avait noué une amitié avec un voisin, un retraité taciturne avec qui il n'avait rien en commun sur le papier. Et c'était la première relation depuis longtemps où il n'avait rien à performer. Ce que cette traversée lui avait révélé, le masque le plus difficile à retirer n'est pas celui que les autres voient, c'est celui qu'on porte dans le silence, seul avec soi-même. Voilà à quoi ressemble la sortie de la phase de la persona. Dans la vraie vie, pas dans un livre. Ce n'est pas un moment de révélation soudaine. Ce n'est pas une conversation qui change tout. C'est plus petit que ça. C'est la première fois que tu dis non et que tu ne passes pas les 3 jours suivants à te justifier dans ta tête. C'est la première fois que tu laisses un silence s'installer dans une conversation sans te précipiter pour le remplir. C'est la première fois que quelqu'un te demande comment tu vas et que tu réponds quelque chose de vrai, même si c'est inconfortable. Ces moments semblent minuscules. Ils ne le sont pas. Parce que chaque fois que tu choisis ta voix réelle plutôt que le masque, tu affaiblis la structure qui te rendait invisible à toi-même. Pas aux autres d'abord, à toi. Et c'est là que quelque chose change vraiment. Pas dans ta façon de voir les autres, dans ta façon de te voir, toi. Moins comme quelqu'un qui performe sa vie, plus comme quelqu'un qui la vit. Maintenant, arrêtons-nous ici un moment. Ferme les yeux si tu le peux. Respire par le nez, lentement, jusqu'à ce que tu sentes ton ventre se dilater légèrement. Retiens l'air 3 secondes. Expire par la bouche, doucement. Pense à une relation dans ta vie où tu joues encore un rôle, pas nécessairement par malveillance, par habitude, par peur de ce qui arriverait si tu cessais de jouer ce rôle. Laisse cette relation apparaître devant toi. Observe ce que tu ressens. Est-ce de la fatigue, du ressentiment, une sorte de vide diffus? Ne cherche pas à résoudre. Observe seulement. 3 respirations lentes et reprends.
il y a un piège que personne ne mentionne. Un piège élégant, précisément parce qu'il ressemble à de la croissance. Il ressemble à de la lucidité. Il ressemble à quelqu'un qui a enfin compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Et c'est exactement pour ça qu'il est dangereux. Jung avait un nom pour ça aussi. Il appelait ça l'inflation psychique. Ce moment où le contact avec quelque chose de plus grand que l'ego, une idée, une expérience, une vérité intérieure, au lieu d'humilier l'ego, le gonfle. Au lieu de t'ouvrir aux autres, te convainc que tu es au-dessus d'eux, tu ne le formules pas comme ça. Bien sûr, tu ne te dis pas « je suis supérieur ». Tu te dis « je suis différent ». Tu te dis que tu vibres sur une autre fréquence, que tu as accès à des profondeurs que les autres refusent d'explorer, que ta solitude est le prix inévitable de ta conscience. C'est confortable, comme prison. Regarde honnêtement ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans une pièce avec des gens qui parlent de choses que tu juges superficielles. Tu ne ressens pas juste de l'ennui, tu ressens quelque chose de plus subtil, une combinaison de lassitude et de satisfaction. La satisfaction de quelqu'un qui sait qu'il est ailleurs, qui sait que cette conversation ne l'atteint plus, qui porte sa distance comme une médaille. Jung appellerait ça une identification à l'archétype du sage avant d'avoir fait le travail que le sage exige vraiment. C'est endosser le costume sans avoir traversé l'épreuve. C'est se proclamer guéri pour ne pas avoir à guérir. Voilà ce qui se produit alors, concrètement. Tu deviens, sans t'en rendre compte, exactement ce que tu critiques. Tu critiques les gens qui jouent des rôles en jouant le rôle de celui qui ne joue pas de rôle. Tu critiques ceux qui fuient la profondeur, en utilisant la profondeur comme une fuite de la vraie vie. Tu critiques l'inconscience des autres depuis un endroit qui est lui aussi largement inconscient. L'ombre ne disparaît pas quand tu t'éveilles. Elle change de costume. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'inflation psychique transforme subtilement la lucidité naissante en une nouvelle forme de fermeture, plus sophistiquée, mais tout aussi défensive. Dans la vie réelle, cela se manifeste lorsque tu commences à ressentir une impatience persistante envers des proches qui ne partagent pas tes nouvelles préoccupations intérieures et que tu l'interprètes comme un appel légitime à te protéger. Mais ce que nous n'avons pas encore exploré, c'est ce que révèle précisément ce que tu ne peux pas tolérer chez l'autre. Et pourquoi c'est là, dans cette intolérance même, que se cache la clé de ce que tu n'as pas encore intégré. Voilà le coup de cette phase. Il est plus lourd que les précédents. Dans les phases antérieures, tu souffrais. Et la souffrance, au moins, te gardait honnête. Elle te rappelait que quelque chose n'allait pas. Elle était une information. Mais dans cette phase, tu ne souffres plus de la même façon. Tu as remplacé la souffrance par la supériorité. Et la supériorité ne donne aucun signal d'alarme. Elle te convainc que tu es arrivé, que le chemin est derrière toi, que les gens qui te mettent mal à l'aise ont un problème avec ta lumière. Et pendant ce temps, tu te rétrécis, tu réduis ton cercle, non pas parce que tu as besoin de silence et de profondeur, ce qui est réel et légitime, mais parce que chaque relation qui te challenge est devenue une menace. Chaque personne qui ne partage pas ta vision du monde est devenue une preuve que le monde est perdu. Chaque conversation difficile est devenue une agression contre ta paix intérieure. Tu appelles ça des limites saines. Jung appellerait ça une régression. Un retour inconscient à une forme d'isolement défensif habillé en évolution spirituelle. Respire. Sens ce qui vient de se passer en toi à la lecture de ces mots. Et maintenant, la partie que tu ne veux pas entendre. Les gens que tu as commencé à fuir ne sont pas tous des obstacles à ta croissance. Certains d'entre eux sont des miroirs inconfortables.
des miroirs qui montrent des parties de toi que tu préférerais ne pas voir, mais des miroirs quand même, la personne superficielle qui t'irrite. Peut être qu'elle te rappelle ta propre peur du vide intérieur, la personne qui ne se remet jamais en question. Peut être qu'elle te rappelle tous les endroits où toi non plus tu ne te remets pas en question, juste différemment. La personne bruyante, agitée, incapable de silence. Peut être qu'elle te rappelle une énergie en toi que tu as réprimée parce qu'elle te semblait indigne de quelqu'un d'éveillé. Jung disait que ce que tu ne peux pas tolérer chez l'autre est presque toujours quelque chose que tu n'as pas encore intégré en toi-même. Pas toujours, mais presque toujours. Il y avait une femme, enseignante de littérature dans un lycée, 58 ans. Elle avait traversé, dans la cinquantaine, ce qu'elle décrivait elle-même comme une transformation profonde. Des années de lecture, de méditation, de journaux intimes, de retraites silencieuses. Elle avait développé une relation riche et singulière à sa propre intériorité. Mais quelque chose d'étrange s'était installé progressivement. Elle avait commencé à trouver ses collègues insupportables, non pas à cause de conflits précis, mais parce que leurs conversations lui semblaient tellement éloignées de ce qui lui importait vraiment. Elle les regardait parler de choses administratives, de vacances, de séries télévisées, et elle ressentait une lassitude profonde, presque physique, une tension dans la nuque qui ne partait jamais tout à fait. Elle avait commencé à manger seule le midi. Elle avait annulé plusieurs sorties entre collègues en invoquant la fatigue, et dans son journal, elle écrivait des réflexions de plus en plus élaborées sur la solitude comme condition du discernement. Un soir, en corrigeant des copies, elle était tombée sur le texte d'un élève de 16 ans, un garçon qu'elle n'aimait pas particulièrement, qu'elle trouvait trop bavard, trop agité, trop peu sérieux. Il avait écrit un texte libre sur la solitude, un texte maladroit dans sa forme, mais d'une sincérité désarmante. Il parlait de sa peur d'être invisible, de sa façon de parler fort, de bouger beaucoup, parce que le silence lui faisait peur. Elle avait posé le stylo, sa gorge s'était serrée d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait soudainement compris quelque chose. Ce qui l'irritait chez cet adolescent bavard et agité, c'était exactement ce qu'elle avait elle-même été avant de décider que cette partie d'elle n'était pas digne d'une femme cultivée et intérieure. Elle avait réprimé cette énergie. Elle ne l'avait pas intégrée. Elle l'avait condamnée. Le lendemain, elle avait mangé avec ses collègues pour la première fois depuis des semaines, pas parce que les conversations étaient soudainement profondes, mais parce qu'elle avait arrêté de chercher une raison de les fuir. Ce qu'elle avait découvert, la profondeur authentique ne se protège pas des autres. Elle reste présente même dans les conversations ordinaires, sans avoir besoin de les fuir pour exister. Alors, à quoi ressemble la sortie de tout ça dans la vraie vie? Elle ne ressemble pas à de la tolérance forcée. Elle ne ressemble pas à faire semblant d'apprécier des conversations qui te vident. Elle ne ressemble pas à revenir en arrière et à refaire semblant que tout va bien. Elle ressemble à quelque chose de beaucoup plus étrange. Elle ressemble à la capacité d'être dans une pièce avec quelqu'un de complètement différent de toi et de ressentir de la curiosité plutôt que du jugement, pas de l'accord, pas de la sympathie automatique, de la curiosité. Cette capacité de regarder quelqu'un vivre d'une façon que tu ne comprendrais jamais et de te demander ce que ça lui coûte, à lui, ce que ça lui donne, ce que tu ne vois pas, c'est ça, l'intégration de l'ombre, pas l'amour universel, pas la paix permanente, la capacité de rester présent face à ce qui te dérange, sans fuir, sans attaquer, sans te convaincre que tu es au-dessus. Et ça, c'est infiniment plus difficile que de décider simplement que les gens ne valent pas ton énergie. Maintenant, une dernière pratique, une pratique que tu peux faire dans la vie ordinaire,
pas dans un contexte spécial. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation qui t'irrite ou t'ennuie profondément, au lieu de te retirer intérieurement, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que cette personne protège en ce moment? Pas pour l'analyser, pas pour la plaindre, juste pour regarder au-delà du comportement de surface vers ce qui peut être se cachant dessous. Respire avant de répondre dans la conversation. Laisse un moment s'ouvrir entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Remarque si quelque chose en toi se détend légèrement lorsque tu cesses de chercher à avoir raison ou à t'élever. C'est là, dans ce petit espace de curiosité, que l'intégration commence vraiment. Jung a passé sa vie entière à travailler sur lui-même, pas parce qu'il était brisé, parce qu'il avait compris quelque chose que la culture de l'éveil moderne refuse d'admettre, que l'individuation n'a pas de ligne d'arrivée, que chaque fois que tu crois avoir intégré ton ombre, elle a déjà trouvé une nouvelle forme, que la conscience n'est pas un état qu'on atteint, c'est un mouvement qu'on choisit encore et encore, dans des moments ordinaires, avec des gens ordinaires, dans des conversations que tu aurais voulu fuir. La question n'est pas de savoir si tu t'es éveillé, la question est de savoir si tu es capable de rester présent à ce que l'éveil dérange encore en toi, parce que c'est dans cet inconfort que réside l'information, toujours. Ce n'est pas l'isolement du sage qui mène à la connaissance de soi, c'est le contact, le frottement, la présence à ce qui résiste. L'ombre n'est pas ton ennemi, elle est la partie de toi qui attend d'être reconnue, non pas annihilée, non pas transcendée, mais intégrée, accueillie comme une voix parmi d'autres voix intérieures, avec tout ce qu'elle porte de brut, de honteux, de réel. Et cette intégration, elle ne se fait pas dans la retraite, elle se fait dans la rencontre, dans la conversation difficile que tu n'as pas évitée, dans le moment où tu as laissé quelqu'un te voir sans te préparer, dans la nuit où tu as cessé de te raconter que ta solitude était de la sagesse et où tu as simplement admis que tu avais peur. Ce chemin est exigeant. Il ne promet pas la paix, il promet quelque chose de plus rare, la cohérence, l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais, non pas parce que tu as supprimé ce qui dérange, mais parce que tu l'as intégré. Jung l'écrivait avec une franchise qui n'a pas vieilli. On ne s'éveille pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient ce qui est obscur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction. Rendre conscient ce qui est obscur, non pas pour le détruire, pour le comprendre, pour lui donner une place, pour cesser d'en avoir peur au point de le projeter sur tout le monde autour de soi. Parce que tant que l'ombre reste dans le noir, elle gouverne. Elle parle à ta place. Elle choisit tes réactions avant que tu aies le temps de choisir. Elle décide qui tu peux tolérer, qui te menace, qui mérite ta présence. Et tant que tu crois que c'est toi qui choisis, tu ne te rends pas compte que c'est elle. L'individuation, dans le sens jungien du terme, c'est précisément ce travail-là. Non pas devenir quelqu'un d'autre, devenir davantage soi-même, dans toutes les dimensions, y compris les moins flatteuses, y compris les plus difficiles à admettre. Et ce mouvement ne cesse jamais. À chaque nouvelle étape de vie, à chaque nouvelle relation, à chaque nouvelle perte ou transition, l'ombre se présente sous une nouvelle forme, avec un nouveau costume. Et le travail recommence. Pas comme une punition, comme une invitation, l'invitation à rester honnête avec toi-même, à ne pas te contenter de la version confortable de ta propre histoire, à regarder en face ce que tu préférerais ne pas voir, non pas avec violence, mais avec cette curiosité que nous évoquions tout à l'heure, la même curiosité que tu pourrais apprendre à diriger vers les autres, parce qu'au fond, c'est la même chose. Regarder l'autre avec curiosité plutôt qu'avec jugement,
C'est la même capacité que se regarder soi-même avec honnêteté plutôt qu'avec condamnation. L'un entraîne l'autre, toujours. Alors, si tu traverses cette phase en ce moment où les gens te semblent vides, où ta solitude te semble sagesse, où ta distance te semble discernement, pose-toi cette question simple, sans chercher à y répondre immédiatement. Est-ce que je m'éloigne parce que j'ai réellement besoin de me retrouver, ou est-ce que je m'éloigne parce que la rencontre avec l'autre me renvoie quelque chose que je ne suis pas encore prêt à voir? Laisse la question faire son chemin. Ne force pas la réponse. La réponse honnête vient rarement vite. Et si elle vient et qu'elle est inconfortable, c'est bon signe. Cela signifie que quelque chose en toi est encore capable d'entendre. C'est ça, la conscience vivante. Non pas l'état d'avoir compris une fois pour toutes, mais la capacité de continuer à s'interroger, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Jung disait que la rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus déplaisantes qu'on puisse éviter. Et pourtant, c'est la seule qui permette une vie qui soit véritablement sienne. Pas une vie performée, une vie habitée. Ce chemin vers soi n'est pas linéaire. Il ne se fait pas dans la solitude absolue, ni dans la fusion avec les autres. Il se fait dans l'espace entre les deux, dans l'attention créatrice entre le besoin de profondeur et la nécessité du lien. Et c'est dans cet espace-là, précisément, que tu te trouves. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.